Ils sont DJ, drag queen ou gogo dancers. Comment leurs parents acceptent-ils leur soirée gay? Avec Anne de Pétrigny et Gaël Le Forestier, laissez-vous piéger par tous leurs invités. Vivez ou revivez la journée à Roland-Garros avec tous les résultats. France 2. Ça se discute jour après jour, tout peut arriver. Retour à Roland-Garros, ce soir sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de ce journal. Lundi de Pentecôte en sursis, ce pourrait être l'an prochain le jour de solidarité, celui où l'on travaillera en faveur des personnes âgées ou handicapées. Le tabac tue, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne décède toutes les 6 secondes dans le monde d'une pathologie liée au tabac. Alors un conseil, arrêtez. Lancement de la campagne officielle pour les élections européennes qui auront lieu le 13 juin. 41 partis ou formations politiques vont pouvoir défendre leur programme dans des spots télévisés. Alors que les États-Unis fêtent aujourd'hui le Memorial Day en hommage à tous les Américains morts au combat, en Normandie, l'armée américaine déploie sur des hectares et des hectares un véritable village pour accueillir les 2000 soldats qui participeront aux cérémonies de commémoration. Le Brésilien Gustavo Kuerten, chouchou du public français, s'est qualifié facilement dans les quarts de finale de Roland-Garros. Il a déjà gagné 3 fois les internationaux de France. Ambiance nostalgie dans les différentes fêtes, célébrations, tournois, rassemblements, pique-niques organisés en ce lundi de Pentecôte traditionnellement férié. La loi instaurant une journée de solidarité en faveur des personnes âgées pourrait en effet conduire à la suppression de ce jour de vacances. Adieu donc merguez, tombola, concours de boules et filets garnis. Enquête Virginie Tumortiki et Marie Cazot. Dernière foulée du lundi de Pentecôte férié et curieusement il n'y a pas que les pratiquants catholiques qui s'en plaignent. Un drame pour les clubs de foot, le tournoi de Pentecôte est un événement majeur. Ici à Mazargues, le tournoi rapporte le quart du budget annuel. Les clubs UP qui viennent de loin, tels Barcelone, tels Spartak de Moscou, ne pourront plus sur 2 jours se déplacer, ce n'est pas possible. Donc pour nos clubs, c'est vraiment pratiquement tuer ces tournois. Ce n'est pas non plus pour des raisons religieuses que Lutte ouvrière veut sauver le lundi de Pentecôte chômé. 35 000 visiteurs cette année pour sa fête annuelle, certainement moins quand la fête sera limitée à 2 jours. On va dire, je sais pas, feria de Nîmes et fête de lutte ouvrière, même combat, parce que effectivement, ça nous posera un problème si vraiment ce jour est férié. Près de 100 km en 3 jours, c'était déjà beaucoup. En 2 jours, ça relève de l'impossible. Les pèlerins sont plusieurs milliers chaque année entre Paris et Chartres. Pour eux, ces 3 jours sont sacrés. C'est pas grave, je ferme mon usine. Je suis responsable de 2 usines et de 300 personnes. Et on peut continuer à venir au pèlerinage. Grasse matinée, foulée herbeuse, croisière en barque. C'est aussi pour ce cocktail de bien-être que certains tiennent à leur lundi de Pentecôte férié. On travaille assez, je crois, dans l'année. Si ça sert vraiment pour les gens âgés, d'accord, mais j'ai de gros doutes. Les férias de Pentecôte, à Nîmes ou ici à Vic-Fezensac, sont elles aussi inquiétées. Mais pour l'instant, ce lundi est menacé, pas forcément condamné. Et en effet, face aux protestations suscitées par cette journée de travail supplémentaire, la loi prévoit de laisser une marge à la négociation. Les entreprises comme les administrations pourront choisir un autre jour férié, le lundi de Pentecôte ne s'imposant que par défaut. Explication, Céline Crespi. Août 2003, la canicule tue 15 000 personnes âgées en France. Suit la polémique de chiffres et une proposition du gouvernement Raffarin, travailler le lundi de Pentecôte pour financer une caisse nationale de solidarité. À l'Assemblée, le débat est houleux. Au final, la loi impose bien de travailler un jour supplémentaire dès 2005. Mais que ce jour soit le lundi de Pentecôte n'est qu'une recommandation, pas une obligation. Qu'il s'agisse du secteur privé ou du public, ce jour sera négocié avec les syndicats, entreprise par entreprise. Une journée de travail en plus l'année prochaine, c'est plus de production pour l'entreprise. En échange, elle devra verser 0,3% de cotisation à l'État, le coût de la solidarité. Un jour supplémentaire de travail, ça représente bon an mal an 0,46% de produits en plus pour l'entreprise. Donc la cotisation étant de 0,3, bon an mal an vous avez 0,15% qui reste entre guillemets au bénéfice de l'entreprise.
Le gouvernement espère récolter près de 3 milliards d'euros. La tendance du jour travaillé sera très probablement donnée par les écoles. Dans chaque région, le rectorat décidera de la date et le pays vivra sans doute au diapason de ce choix. Hier à Évry dans l'Essonne, la jeune femme de 35 ans tuée d'un coup de pistolet lors d'une fusillade a été victime d'une balle perdue. L'auteur du coup de feu, âgé de 18 ans, a été placé en garde à vue. Stéphanie Davoigneau, Mathieu Berden et Sébastien Lafargue. D'habitude, le square est fréquenté par des enfants. Hier, en plein après-midi, une jeune femme de 33 ans y a été tuée d'une balle. Le coup ne lui était pas destiné. De l'autre côté de la rue, un garçon de 18 ans visait un autre jeune. Un de ses copains raconte la scène. Il a braqué avec son pistolet. Il s'est approché, l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Il a tiré une fois. Et dans les deux autres coups qu'il a tiré, regardez, vous voyez les poteaux là. Il y a l'herbe là, il y a des buissons. De l'autre côté, il y a une dame d'une trentaine d'années à marcher. Et il y a une balle fuyante, et elle l'a pris dans le thorax. Quand le tireur sort son arme, l'autre garçon s'imagine qu'elle est fausse. Car le motif de ce règlement de compte est une simple histoire de scooter. Une histoire qui se termine dans le sang. Une femme de 33 ans qui a perdu la vie alors qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Pour 800 € et pour un scooter non payé. Même si la résidence paraît calme, ce n'est pas la première fois que les habitants subissent la violence de la cité voisine. Il y a toujours une bande qui est là. Alors quand il y en a d'autres qui arrivent, ben ça y est, c'est la bagarre. C'est ce que vous croyez, madame, mais les jeunes, ils sont pas méchants. Ils m'ont vraiment rien fait. Hein. Mais voilà, alors. S'ils se battent et puis que moi je passe, je reprends les coups. Ah, c'est bien sûr. Là, vous avez bien. Là, vous avez raison. Car selon ces adolescents, dans les disputes, les coups de feu remplacent parfois les coups de poing. Des petites armes, des petits 6,35, des petits grenailles, tout ça, c'est facile à trouver. Tout le monde en a, vous voyez. Dans la nuit, le tireur s'est présenté de lui-même au commissariat. Il savait qu'on l'avait reconnu. Demain, il sera présenté à un juge d'instruction. Agression raciste et antisémite ce week-end. Un adolescent de 16 ans, fils d'un rabbin, a été agressé alors qu'il rentrait chez lui à Boulogne-Billancourt hier soir dans les Hauts-de-Seine. Il a été roué de coups par plusieurs personnes. Explication Gilles Marinet. Cet homme qui porte la kippa est le père de la victime. Le rabbin Victor Bellassène parle au nom de son fils, trop choqué pour s'exprimer publiquement. Dimanche à 17 h, au pied de son immeuble, le jeune homme âgé de 16 ans a été agressé, insulté, passé à tabac. Il s'apprêtait à rentrer dans la résidence où nous habitons et là, une personne a surgi derrière lui et qui a commencé à l'insulter, sale juif, un certain nombre il a proféré un certain nombre d'insultes antisémites, racistes, avec aussi une volonté de vouloir rechercher une certaine confrontation. Et il a été attrapé, poussé à terre, et puis l'agresseur a commencé à le frapper, et dès qu'il a commencé à le frapper, 5 autres jeunes ont apparu, et il s'est retrouvé au milieu de 6 personnes, et ballotté, coups de poing, coups de pied. Transporté à l'hôpital, la victime souffre de contusions multiples. Ces agresseurs, 6 jeunes gens, ne sont pas connus dans le quartier. Outre les coups et les insultes qui ont mis en émoi la communauté juive de Boulogne-Billancourt, ils ont tenté de dérober le scooter du jeune homme. Le commissariat de Boulogne-Billancourt tente actuellement de les identifier. Et puis une autre agression contre un membre du Conseil du culte musulman, cette fois en Alsace. Les inscriptions néo-nazies ont été découvertes ce matin sur la façade de son domicile. C'est l'incendie de sa poubelle tôt ce matin qui a alerté Aziz El Alaouni. Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, a condamné sérieusement ces 2 agressions. La journée mondiale anti-tabac, des manifestations ont commencé dès hier en Inde, notamment les associations de santé avaient organisé un enterrement fictif de la cigarette. Un cercueil rempli de faux mégots était transporté dans les rues de New Delhi et puis brûlé sur un bûcher. Il faut rappeler que le tabac tue 5 millions de personnes par an dans le monde, ce qui représente un mort toutes les 6 secondes selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en France, le tabagisme des jeunes est particulièrement inquiétant. 53% des 15-24 ans fument, ce qui est très au-dessus de la moyenne européenne. Et les adolescents fument de plus en plus tôt. Par ailleurs, signe encourageant, ils arrêtent aussi de plus en plus facilement. Certaines écoles organisent, il est vrai, des campagnes de sensibilisation. Hier, ils étaient sur les Champs-Élysées à Paris. Laurence Deleur et Pierre Toury. L'espace d'une journée, ces collégiens de 11-12 ans se sont transformés en brigade anti-tabac. Leur arme secrète, cette poupée fumeuse dont le filtre blanc au départ jaunit en un clin d'œil. Oh là là. Juste un tout petit peu. Est-ce que ça vous a changé de voir ça Oh peut-être, vous savez je fume pas beaucoup. Mais ces combattants de la cigarette sont parfois les mêmes qui en acceptent une quelques années plus tard.
À 15 ans, un jeune sur 3 a déjà fumé au moins une fois. Cédric, lui, a commencé à l'âge de 13 ans. 2 ans plus tard, il fumait un paquet par jour. Cela fait 6 semaines qu'il essaye de s'arrêter, même si les occasions de craquer sont nombreuses. Bon, c'est vrai que quand on voit des gens qui fument, c'est avec des cigarettes, on est vachement tenté, mais pour le moment qu'on a le patch, je pense franchement que ça marche beaucoup pas. Des patchs et les conseils d'un tabacologue que le lycéen vient voir toutes les semaines gratuitement. Sa motivation principale pour arrêter, le prix du tabac. À cet âge-là, rares sont les jeunes qui s'inquiètent d'un cancer. Ils ont des craintes plus futiles. C'est vraiment pas le cancer en lui-même. Hein. C'est trop loin pour eux. C'est vraiment tout ce qui est instantané. La peau, les cernes, la peau terne, l'odeur, surtout les odeurs, et également le maquillage qui ne prend pas. Vueltas lui aussi a commencé à fumer à l'adolescence. 10 ans plus tard, il s'est décidé à arrêter. Pas facile de tenir, surtout lorsque son ami fume à côté de lui. En revanche, cela fait du bien au porte-monnaie. 5 € ou près de 5 € pour un paquet de cigarettes, c'est vraiment énorme et dans un budget 5 € par jour, ça pèse énormément bien sûr. Un bémol, s'arrêter aussi coûte cher. 200 € en moyenne pour 3 mois de patch non remboursés par la sécurité sociale. Une somme que les jeunes dépensent moins facilement que pour s'acheter des cigarettes. La campagne officielle pour les élections européennes a débuté aujourd'hui avec des messages enregistrés, diffusés notamment sur notre chaîne, 2 fois par jour. Comment les 41 partis aux formations politiques ont préparé leur spot? Réponse avec Arnaud Bouquet. Pour le PS, un seul thème, l'Europe sociale. Allez Georges, plus que 10 ans, vous pouvez prendre votre retraite. Tu te rends compte? Après 3 mois, je touche déjà plus le chômage. Avez-vous déjà imaginé ce que pourraient devenir vos droits sociaux dans une Europe de droite? Le Parti socialiste désigne clairement son méchant loup et l'UMP tente de rassurer. Ici aussi, on préfère le clip au long discours. La sécurité, la croissance, les priorités nationales deviennent des thèmes de campagne. Nous avons besoin d'Europe. Nous avons besoin d'Europe parce que... Plus que jamais, nous avons besoin d'Europe. À l'UDF, on martèle. Nous avons besoin d'Europe. Et chez les Verts, à coups d'images choc, on redoute la fin du monde. Pour s'exprimer, le candidat est censé choisir le lieu qui lui ressemble. Respirer, c'est réinventer la démocratie, c'est adopter une constitution européenne digne de ce nom. La plage qui est juste derrière nous est une plage bretonne. Sur fond de manif, le PC attaque l'Europe libérale. L'Europe, c'était une belle idée. Ils l'ont gâchée en la plaçant au service des marchés financiers. Et la LCR préconise le vote sanction. Ce qu'on veut, on le sait, c'est coller une nouvelle claque à Raffarin, qui est en train de casser la sécurité sociale et la santé. En 1999, il y avait un studio pour tous les candidats. Aujourd'hui, 41 partis s'affrontent et peuvent sans retenue mettre en image leur slogan. Votez la France d'en bas, c'est vous libérer de vos chaînes. Les Verts ont choisi de mener une campagne nationale et européenne avec comme figure emblématique, vous venez de le voir, Daniel Cohn-Bendit qui parcourt la France mais aussi l'Europe pour soutenir les têtes de liste. Reportage Hélène Hugues et Frédéric Faure. Ah voilà mon marié préféré. Vive la mariée, vive la mariée. À peine a-t-il posé le pied à Bordeaux, voilà Daniel Cohn-Bendit emporté par les sujets qui agitent la campagne des Verts français. Mais pas question de se laisser enfermer dans le mariage homosexuel. Cette fois, il n'est pas candidat en France, mais porte-parole des Verts européens. C'est d'Europe qu'il veut parler, et tant pis si son discours bouscule ses amis français. On doit le dire, Noël, ce n'est pas nous qui avons fait l'Europe. Et ce n'est pas le genre de gauche et d'extrême gauche. Parce que si on avait attendu les révolutionnaires, eh bien l'Europe ne serait jamais construite. Lui pose une nouvelle pierre dans cette construction européenne. Première campagne politique par-delà les frontières, 60 meetings en 50 jours, une douzaine de pays traversés et notamment les derniers arrivés. La Slovénie vient d'entrer dans l'Europe et le tout jeune parti vert slovène a besoin d'être encouragé. Dans ce petit pays d'Europe centrale, couvert de forêts, Daniel Cohn-Bendit prêche l'écologie, en anglais dans le texte. If we don't protect this forest, we will have a Europe where we will have a bigger and bigger climatic catastrophe. Jonglant d'une langue à l'autre, l'artiste continue. En Allemagne, où il a choisi d'être candidat, il enchaîne les meetings jusqu'à 3 par jour. Lessivé, on va aller manger, aller se coucher et hop, c'est reparti le lendemain dans une autre ville,
dans une grande salle, dans une petite salle. Et c'est ça, quoi. C'est ça, une vraie campagne politique. Une campagne politique menée comme la tournée d'un chanteur. À bientôt 60 ans, Daniel Cohn-Bendit jure que c'est son dernier tour de piste. En prévision des cérémonies commémorant le 60e anniversaire du débarquement, le 6 juin, la sécurité est renforcée un peu partout en France et plus précisément à Paris et en Normandie. Le plan Vigipirate passera au rouge à partir de demain sur l'ensemble du territoire. Pendant ce temps, en Normandie, dans la petite ville de Colville-sur-Mer, face à Omaha Beach, où se trouve le plus grand cimetière américain, on assiste à un nouveau déploiement sur des dizaines et des dizaines d'hectares. Un véritable camp est installé pour accueillir les 2000 soldats américains qui participeront à la commémoration. Restaurant, boutique, hôpital, salle de loisirs, tout est prévu. Nicolas Lemarinier et Édouard Perrin. De l'extérieur, le village des militaires américains a l'air rudimentaire. Des tentes, des préfabriqués, de la boue. Mais à l'intérieur, c'est une petite ville qui s'est construite en 3 semaines. Car ici, à Colville-sur-Mer, il faut loger quelques 2000 soldats américains qui assureront la sécurité lors des cérémonies des 5 et 6 juin. Sur les chambrées, rien à redire. On a un lit, on a un toit au-dessus de notre tête, c'est mieux que certains endroits où on est allé. Le village s'étale sur plus de 3 hectares. Tout a été prévu pour les soldats qui viennent en majorité de divisions basées en Allemagne. Et plutôt que de profiter de la campagne normande, les troupes préfèrent la salle de loisirs. D'un côté, il y a les unités opérationnelles où chacun accomplit sa tâche. Mais c'est bien aussi de pouvoir venir ici après le travail pour se relaxer. Et puisqu'après tout on est en France, le restaurant est français. C'est la seule touche locale. Attention, ici on ne fait pas dans le menu de luxe, il faut surtout bien gérer les stocks. Au niveau quantité viande, par exemple, c'est plus de 12 000 tonnes de viande, 5 000 tonnes de poisson, ça représente 5 000 tonnes de poisson. Mais si l'ambiance a l'air plutôt bon enfant, ici le souci de la sécurité est omniprésent. Interdit de filmer les postes de garde ou d'aborder la question lors des interviews. La surveillance ne se relâchera pas avant le 7 juin, date à laquelle les soldats plieront bagages. Et 60 ans après, c'est à peine si l'on ose parler d'un autre drame, celui qu'ont vécu les enfants nés des amours de leur mère avec un occupant allemand. Ces enfants de l'occupation pourraient être au nombre de 200 000, mais rares sont celles qui acceptent de parler librement de ce qui a longtemps été considéré comme une honte, tondue, humiliée, parfois condamnée aussi par les tribunaux lors de l'épuration. Reportage Julia Delage et Daniel Lévy. Toute petite, j'ai été traitée journellement de tête de boche. Elle m'a fait payer son erreur. Je devais à ses yeux personnifier le mal de celui qu'elle avait aimé, mais qui était quand même l'Allemand, l'occupant. Je pensais que j'étais une tâche de l'histoire. Naître de père allemand pendant l'occupation fut un fardeau bien lourd à porter pour ses enfants. Et pourtant, Elisabeth Wolf aime se souvenir de son père. Il s'appelait Siegfried Wolf. En 1942, médecin militaire à Aix-les-Bains, il rencontre Madeleine, qui deviendra sa femme. Siegfried, il a 23 ans. Ça, le jour de notre mariage. D'accord. Le 18 juillet 49. Un amour que Madeleine payera très cher à la Libération. Un matin, ils nous ont pris, ils nous ont mis sur des chaises, comme ça, sur le parvis de la mairie du Patelin. Et puis à la tondeuse, allons-y. Et puis le petit connard, c'était un petit connard, qui m'a tondu, il a ramassé mes cheveux, là, puis il me les a balancés, il m'a dit, tiens, en souvenir. Accusées de collaboration horizontale, des milliers de femmes subissent le même sort. Dès le mois d'août 1944, ce genre de spectacle se multiplie un peu partout dans le pays. Clouées au pilori pour l'exemple, expiant les fautes d'une certaine France collaboratrice, elles subissent ou s'enfuient pour cacher leur crâne rasé. Moi, je pense qu'il y avait une part d'inconscience absolument de la jeunesse. De la jeunesse. Parce qu'elle avait que 22 ans et se jeter dans la gueule du loup comme ça pour... C'était vraiment pas le moment de tomber amoureuse de l'occupant, quoi. Je vais vous dire, mademoiselle. C'était pas le moment. Et pourtant, selon les estimations, il serait aujourd'hui quelques 200 000 enfants nés de l'amour d'une Française et d'un soldat allemand. Beaucoup ont été abandonnés dans des orphelinats, d'autres très durement traités par leurs proches.
Gérard Perriou en porte encore les traces aujourd'hui. Ce n'est qu'à 57 ans qu'il apprend la nouvelle, mais là encore, c'est la honte qui l'empêche pendant plusieurs mois de prendre contact avec sa famille outre-Rhin. Parce que j'avais le droit de déranger des gens établis, des gens avec père et mère officiels. Moi le bâtard. Nés malgré tout, tous ces enfants de l'occupation ont grandi dans la honte. Leurs parents, leur ascendance, presque leur existence était encore taboue il y a peu. On grandit, on construit une vie, on a une vie professionnelle, on crée soi-même une famille, mais finalement on ne cesse jamais d'être l'enfant malheureux qu'on a été. On n'en parlait pas, il ne fallait pas le dire, et parfois les mères ne s'en sont ouvertes que sur leur lit de mort. Malgré quelques brimades d'écoliers, Elisabeth Wolf est consciente d'avoir eu de la chance. Mais bien d'autres enfants cherchent encore aujourd'hui l'identité de leur père, soldat inconnu. Aux États-Unis, on célèbre aujourd'hui le Memorial Day en hommage à tous les soldats américains morts au combat. Le président américain George Bush s'est rendu dans le cimetière d'Arlington et a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. En Arabie Saoudite, après la prise d'otage qui s'est soldée hier par la mort de 22 civils dans la région pétrolière d'Al-Khobar, on redoute de nouveaux attentats. Al-Qaïda menace, je cite, de nettoyer la péninsule arabique des mécréants. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France conseille à son tour à ses ressortissants d'éviter la région. Cette attaque terroriste fragilise encore un peu le marché du pétrole où déjà les prix atteignent des sommets. Le président de l'OPEP a fait part de son inquiétude, mais les pays membres vont tenter, lors de la réunion de jeudi à Beyrouth, de rassurer les marchés. Martine Laroche-Joubert. Une onde de choc dévastatrice. La prise d'otage d'Al-Khobar relève de la guerre psychologique, du sang versé pour un enjeu, le pétrole. L'Arabie est le premier pays producteur du monde. Sous les sables du désert gisent d'immenses réserves, un quart de celle de la planète. Un pétrole au cœur de ses relations avec les États-Unis depuis presque 60 ans. 14 février 1945, une rencontre historique. À bord de ce navire américain, le Quincy, le roi Ibn Saoud et le président Roosevelt concluent un accord. Les Américains peuvent exploiter le pétrole saoudien. En échange, ils assurent l'intégrité territoriale de l'Arabie. Ce sont les termes de ce marché qui sont directement menacés par les terroristes. Ils cherchent à faire monter le prix du pétrole pour une raison qui est simple, c'est qu'un prix élevé du pétrole est préjudiciable à l'économie américaine. Il ne faut pas oublier que nous sommes en année d'élection aux États-Unis et les élections américaines se jouent sur l'économie. Menacer l'économie américaine, déstabiliser le pouvoir saoudien, l'objectif des terroristes en effet semble clair, faire monter le prix du pétrole à la veille de la réunion à Beyrouth des pays exportateurs. L'Arabie saoudite venait de proposer d'augmenter sa production, c'est le seul pays à même de peser sur les cours. Mais la nervosité des marchés après cet attentat risque de compliquer davantage les stratégies pétrolières. Elle s'appelle Rania Albaz, elle est présentatrice sur la première chaîne de la télévision saoudienne et elle avait été sauvagement battue par son époux en avril dernier. Elle avait accepté de montrer son visage stuméfié, vous le voyez, pour témoigner de la violence faite aux femmes. Le mari tortionnaire a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison et à 300 coups de fouet. Rania Albaz, pour sa part, espère obtenir le divorce et la garde de ses 2 garçons. À Bagdad, la violence continue avec aujourd'hui encore l'explosion d'une voiture piégée qui a fait au moins 4 morts. Un climat de tension dont la population civile fait le plus souvent les frais. Alors que la vie normale peine à retrouver son cours, dans la capitale, l'électricité n'est toujours pas totalement rétablie. C'est un facteur supplémentaire d'insécurité. Reportage Jérôme Bonny et Jean-François Renouf. Ventilateur en panne, 40 degrés à l'ombre. Et ça risque de monter à 60 cet été. Faute d'électricité, plus d'air conditionné non plus. Impossible de dormir. La famille Al-Azawi en serait presque à regretter Saddam Hussein. Avant la tombée du régime, elle marche très bien. 2 heures, 3 heures par jour de coupure d'électricité. Maintenant, c'est les 3/4 de la journée et du soir, il n'y a pas d'électricité. Quelques heures par jour seulement. Le générateur d'appoint est en panne depuis 10 jours. Cette famille vit ce que vivent tous les Irakiens, des tracas quotidiens qui, après plus d'1 an d'occupation américaine, sont bien pesants. ما
Je ne peux pas faire les courses tous les jours. Alors quand il y a des coupures d'électricité, je suis obligée de jeter la nourriture avariée. Les centrales électriques de Bagdad fonctionnent au 5e de leur capacité. Tous les étrangers qui travaillaient à leur réparation sont partis. Jusqu'aux Russes, pourtant opposés à la guerre, mais visés aussi par certains ennemis des Américains qui jouent la carte du chaos. Vous savez, l'électricité, c'est un système. On ne peut pas travailler sans l'ensemble de ce système. Et on a besoin d'une sécurité complète. Ça veut dire que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'électricité. À un mois de la transition qui verra l'administrateur américain, Paul Bremer, essayer de passer la main à un gouvernement irakien, la population ici se soucie peu des tractations politiques. Tout ce qu'elle souhaite, c'est un retour à la normale qui semble plus lointain que jamais. À Sharm el-Sheikh, les familles des victimes de l'accident d'avion du Boeing de Flash Airlines qui a coûté la vie à 148 passagers, dont 134 touristes français, ont pu se rendre aujourd'hui sur les lieux du drame. Elles ont également visité un hangar où se trouvent les débris de l'avion et quelques effets personnels. Commentaire Florence Bouquilla. À nouveau, honorer la mémoire de leurs proches, disparus au large de Sharm el-Sheikh le 3 janvier dernier. À nouveau se recueillir devant la stèle commémorative qui porte les noms de chacune des 148 victimes. Mais cette fois, la délégation française des familles des victimes attend autre chose que de la compassion, une réponse à la question qui la hante. Quelle est la raison du crash du Boeing de la Flash Airlines? Nous étions venus principalement pour obtenir des copies des enregistreurs de vol et de ce point de vue, malheureusement, c'est un échec. Nous sommes également venus pour rencontrer les autorités égyptiennes, essayer d'établir un dialogue, recueillir des informations complémentaires. Et de ce point de vue, c'est un succès vraiment significatif. Cet homme, le capitaine Shakar Kelada, est le chef des enquêteurs égyptiens. Et il a pris un engagement auprès de ses familles, publier un rapport préliminaire sur les circonstances de la catastrophe, au plus tard, fin octobre. Un rapport brut, sans analyse ni interprétation. D'ores et déjà, deux hypothèses sont écartées par les enquêteurs, celle d'un attentat et celle d'un dysfonctionnement de la dérive arrière de l'appareil. En France, circulation dense mais fluide ce week-end sur les routes. Des contrôles autoroutiers ont été renforcés un peu partout. Exemple entre Montpellier et Nîmes. Les gendarmes travaillent à bord d'un hélicoptère. Ils repèrent ainsi plus facilement les conduites dangereuses. France Arvois et Françoise Mazou. Le focus de l'hélicoptère là, vous avez une Mercedes grise qui ne respecte pas les distances de sécurité là. Vue du ciel, l'autoroute A9 ne peut rien cacher. L'hélicoptère repère et les motards interceptent. Pour ce conducteur impatient, 90 € d'amende, non-respect de la distance de sécurité. Je n'ai rien vu en fait, cette voiture me gênait, elle ne voulait pas se rabattre, donc elle a persisté, puis voilà c'est tout. C'est une infraction assez grave quand même, il faut respecter les distances pour éviter les accidents. Ce conducteur suisse, lui, a dépassé allègrement les 130 km/h. J'étais en vitesse un peu excessive, puis j'ai vu un bon hélicoptère dans les airs, j'ai dit tiens c'est sympa, et voilà. Il n'a pas de domicile en France, il n'a pas de lieu de travail en France, il paye son amende immédiatement, ça c'est une obligation, son véhicule est immobilisé jusqu'à ce qu'il ait payé, bon là il n'y a pas de souci, il paye tout de suite et il repart. Et il a payé combien? 90 €. Rabattre sur la file de droite les indéboulonnables de la file du milieu et traquer les dépassements par la droite, c'étaient les priorités de cet après-midi. L'autre mission de l'hélicoptère était aussi de se faire bien voir. Les gens roulent assez calmement puisqu'ils ne peuvent pas prendre de vitesse étant donné qu'il y a beaucoup trop de véhicules. Et on a peu d'infractions à déceler, donc notre présence est beaucoup plus préventive que répressive. Une prévention qui a ses limites. Après 17 heures, la surveillance de l'A9 a continué, en voiture banalisée cette fois. Hier soir, un gendarme a été tué dans un accident, un autre grièvement blessé. Leur estafette est sortie de la route pour une raison indéterminée. Les deux gendarmes se rendaient sur les lieux d'un premier accident près de Belfort. La climatisation en voiture ou à la maison se démocratise. En France aujourd'hui, 3 véhicules neufs sur 4 en sont équipés. Et depuis l'été dernier, les vendeurs de climatisation domestique ont vu leurs commandes s'envoler. Problème, si ça fait du frais à l'intérieur, ça fait du chaud à l'extérieur. Et l'on considère que l'air conditionné contribue à augmenter l'effet de serre. Frédéric Monteil et Jacques Gérard. Au rayon frais de ce magasin de bricolage, on ne trouve plus que des ventilateurs. Seuls 2 climatiseurs d'exposition ont échappé à la frénésie d'achat. Actuellement, il faut attendre mi-juin, d'ici 15 jours. Là, ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a plus.
Les climatiseurs se vendent ici comme ailleurs, sans information des conséquences sur l'environnement. La canicule a créé un réflexe d'achat sans réflexion écologique. Ils privilégient d'abord leur vie avant de penser à la terre, on va dire. C'est humain. Je sauve ma peau avant de penser aux autres. Quoi. Donc à la base, je pense que c'est par rapport à ce réflexe-là qu'il n'y a pas la notion de dire tout de suite, oui, ça nuit à la couche d'ozone, ça nuit à la couche d'ozone. Et la couche d'ozone aura bien du mal à supporter l'explosion mondiale des climatisations. Exemple avec une voiture. Pour obtenir un peu de fraîcheur, le moteur fournit un effort supplémentaire, la consommation augmente et avec elle, les émissions de CO2, un gaz à effet de serre. Et comme les circuits de refroidissement ne sont jamais totalement étanches, la voiture relâche de l'HFC, un gaz 1300 fois plus nocif que le CO2. On va gagner de la fraîcheur, mais on va consommer beaucoup plus d'énergie. On considère que c'est 10 à 15% sur une grande route et 25 à 30% de consommation supplémentaire en ville. Autrefois équipement de luxe, la climatisation se banalise. 75% des voitures vendues aujourd'hui en sont équipées, contre seulement 3% des logements. Mais si les climatiseurs fleurissent sur les murs comme dans les voitures, EDF risque d'avoir du mal à alimenter tous ces appareils, très gourmands en énergie. Accorder aux handicapés l'égalité des droits et des chances, c'est l'objet du projet de loi qui sera discuté demain à l'Assemblée nationale et qui concerne 6 millions de personnes en France. Un texte encore insuffisant pour les associations qui espèrent une meilleure intégration des handicapés. Exemple avec cette initiative qui permet à des adultes autistes de travailler et aussi de redonner vie à un village qui sans eux ne disposerait pas d'un commerce de proximité. Reportage près de Châteauroux, Laetitia Legendre et Marie Cazot. Ces dernières semaines, Rudy s'est découvert une nouvelle responsabilité, manutentionnaire. Ce livreur d'un jour est autiste. Quelques heures par semaine, quand il en a envie, il quitte son centre d'accueil et vient travailler à la supérette du village, aider à décharger, à ranger les produits. Parfait. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Tout. C'est-à-dire Décharger le camion, les remplir. Il y a 9 mois, une association pour autistes a réaménagé l'unique supérette du village et repris son activité. 1 million d'euros de travaux plus tard, l'opération est un succès. Les jeunes autistes viennent y travailler dès qu'ils le peuvent et les habitants du village apprécient ces nouveaux services, même si pour certains, l'autisme demeure un grand mystère. C'est un blocage, mais c'est pas une maladie. Enfin, c'est une maladie, mais c'est pas... C'est quand même... C'est pas de leur faute, ni c'est pas contagieux. Tiens bien. Hein. Ah oui, t'as trop la bouteille, hein. S'ils sont capables de le faire, c'est très bien. Du moment qu'ils sont capables, ça m'étonne. Et oui, madame, Frédéric est bien autiste. Et il peut même travailler. Mais c'est très bien. On jette pas la nourriture, hein. Ça va pas du tout, jeune homme. Chaque jour apporte sa leçon de tolérance. Malgré leurs troubles de la communication, les jeunes veulent se rendre utiles contre une petite pièce qu'ils pourront aussitôt dépenser dans la supérette. Je te la donne. Il y a des contacts avec des professionnels. C'est un monde nouveau qui découvre aussi, donc prendre conscience comment fonctionne un magasin, que les choses n'arrivent pas comme ça dans les rayons. Comme ça. Ah, tu peux, c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est vraiment l'habitude des lieux, l'habitude du travail qui leur est demandé, qui leur permet d'être de plus en plus sereins, de plus en plus calmes et de plus en plus à même de s'intégrer au milieu ordinaire. L'idée a séduit. D'autres associations veulent à leur tour ouvrir leur magasin afin d'aider ces jeunes adultes à se faire leur place dans la société. Des jeunes toujours pleins de bonne volonté. Avec eux, la journée n'est jamais terminée. Sport tennis avec le retour en force du Brésilien Gustavo Kuerten. Guga, pour ses supporters, s'est qualifié cet après-midi pour les quarts de finale. Déjà 3 fois vainqueur du tournoi. C'est l'un des chouchous du public français. Julien Beaumont, Thierry Breton. Aujourd'hui, Gustavo Kuerten n'a pas vraiment forcé. Il est resté moins de 2 heures sur le court face à l'Espagnol Feliciano Lopez. Victoire 6-3, 7-5, 6-4. Le Brésilien se retrouve donc en quart de finale pour le plus grand bonheur du public. C'est le cas de ces Brésiliens, ils sont venus à Paris spécialement pour voir leur monument à eux. Je ne sais même pas ce que c'est la Tour Eiffel. On a bien fait un tour en ville hier, mais moi si je suis venu ici, c'est juste pour voir Guga gagner. Entre Guga et Paris, c'est une histoire d'amour avec un cœur gros comme celui qu'il a dessiné à l'issue de sa 3e victoire à Roland-Garros.
Une histoire qui dure depuis 97. À l'époque, le Brésilien illustre inconnu remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Un temps classé numéro 1 mondial, Kuerten est maintenant 30e. La faute à une hanche qui l'a écarté des terrains pendant 2 ans et le fait encore souffrir. Je suis encore loin de mon niveau d'avant, que ce soit physiquement, même techniquement. Je vois bien que mon tennis a perdu quelque chose. Mais pour moi, la satisfaction, c'est de sentir que tout ça revient progressivement. Kuerten retrouve le succès et pourrait bien remporter son 4e titre, battant ainsi Lendl et Wilander. C'est en tout cas ce que pensent ses supporters. Et pour le pousser jusqu'en finale, ils ont même leur chanson. Original. Et puis se sont qualifiés également cet après-midi Leighton Hewitt, Gaston Gaudio, David Nalbandian qui a éliminé le Russe Marat Safin. Voile avec le départ de la Transat anglaise, la mythique course en solitaire qui rallie Plymouth à Boston. 37 concurrents ont coupé la ligne en début d'après-midi et sous la pluie. Parmi eux, les stars françaises comme Michel Desjoyaux, Franck Camas. Explication Manuel Tissier. Lancée à pleine vitesse, à l'assaut de l'Atlantique Nord, voici la flotte de la Transat, libérée par le coup du canon d'Anna Kournikova. Au revoir et bon voyage pour une course vieille de 44 ans et un parcours semé d'embûches. À quelques minutes du départ, le ponton de Plymouth était pauvre en spectateurs mais riche en angoisse. Courant contraire, brouillard, iceberg et cargo, c'est le programme des réjouissances. Ça fait beaucoup de dangers à maîtriser, donc forcément beaucoup de stress et on a beau essayer d'être cool, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Ouais. Au départ, 37 concurrents. Face à eux, 5000 km de mer entre Plymouth et Boston aux États-Unis. En 1960, le premier vainqueur, un Anglais, avait mis 40 jours pour faire la traversée. Aujourd'hui, le record détenu par Francis Joyon, un Français, est d'un peu moins de 10 jours. Toujours plus vite, les navigateurs du XXIe siècle volent littéralement sur les flots. Mais l'océan, lui, n'a pas changé, alors attention à la casse. Et dans le genre tout aussi mouillé, l'image du week-end avec la course automobile d'Indianapolis aux États-Unis. C'était la 88e édition, largement perturbée par la pluie, qui a été à l'origine de nombreux accidents. Finalement, tous ces accidents, ces accrochages ont contraint les organisateurs à arrêter la compétition, supprimant ainsi les 20 derniers tours du circuit. Après la comédie musicale Jésus Superstar, voici que nous arrive des États-Unis une nouvelle tendance mystico-branchée, la boîte de nuit religieuse, avec eau bénite à volonté et Bible sur le bar. L'initiative revient à un révérend de Minneapolis, mais l'entrée n'est pas gratuite, près de 10 €. Pascal Golomer et Tristan Lebras. Ce n'est pas par hasard si un nouveau lieu de culte a ouvert dans ce quartier de Minneapolis. C'est le lieu à la mode, lieu de toutes les tentations, lieu de perdition parfois. Il fallait bien s'occuper des brebis égarées. Évidemment, il faut d'abord aimer le rock énergique et les décibels consommés sans modération. Mais le public vient aussi chercher autre chose. On ne le comprend que lorsque le chanteur du groupe à l'affiche ce soir-là prend la parole. Jésus-Christ vous aime, les gars. Je sais bien qu'on entend ça tout le temps, mais c'est vrai. Il est venu sur terre et il a donné sa vie pour nous. Il avait la passion, il s'est sacrifié. Le club a fixé une règle. Seuls les groupes qui prêchent la bonne parole ont le droit de monter sur scène. Dans la nuit sans fin, je monte les yeux au ciel, chante Ryan. Dieu est avec moi, je n'ai plus rien à craindre. Le monde est prêt à recevoir la parole de Jésus. Grâce à lui, tu peux changer ta vie en profondeur plutôt que de sortir tous les week-ends et te saouler comme d'habitude. Voilà quelque chose qui ne risque pas d'arriver ici. Le consommateur n'a droit qu'à des boissons non alcoolisées, l'eau minérale s'appelle La Croix et la cigarette est interdite. Les piliers de bar passent leur temps en feuilletant la Bible. Pour les non-croyants, l'église a un côté un peu intimidant. Alors en venant ici, ils peuvent se détendre et ils se rendent compte que les chrétiens savent s'éclater. Et la programmation musicale change toutes les semaines. Il y en a pour tous les goûts, à une exception près, les slows sont interdits.
Le grand peintre surréaliste Roberto Matta, disparu en novembre 2002, avait commencé son parcours à Paris. Aujourd'hui, une cinquantaine de ses œuvres y sont de nouveau exposées, dont certaines toiles qui représentent les moments charnières de son art, qui a influencé toute la peinture contemporaine. Reportage Gérard Dalmas et Michel Levasseur. Ramuncio Matta accourt chaque fois qu'il peut mettre en valeur l'œuvre visuelle visionnaire de Roberto Matta, son père, qui fut l'un des plus grands artistes surréalistes au sens du surréel, le véritable créateur de l'école de New York. Paris 1938, l'architecte Matta, chilien d'origine, veut montrer ce que l'œil humain n'est pas capable de voir. Chaos primitif, forces obscures, énergie volcanique, Matta s'ouvre des espaces inexplorés. Avant Matta, les tableaux, c'était des fenêtres. On regardait par un tableau. Et tout d'un coup, il décide de mettre la toile par terre et que donc on peut sauter à l'intérieur de l'image. Et là, il commence à faire le dripping, qui après a été très très bien utilisé par Pollock. Pollock et son célèbre dripping, ou l'art de laisser couler la peinture sur le tableau. Matta, tournant de l'art moderne avec ses techniques différentes accumulées dans chaque œuvre. Audace pleine de séduction pour les artistes américains qui l'accueillent chaleureusement en 1939. L'école de New York se constituera donc alors autour de cet enthousiaste mystique, travailleur frénétique, osant peindre les méandres de nos émotions. Je pense que c'est une cartographie qui reçoit un écho en nous sans passer par l'intellect. C'est une espèce de cartographie émotive de peut-être ce qu'on peut ressentir à un moment donné. C'est un scanner avant l'heure, peut-être. 56 œuvres de toute la planète grâce à l'opiniâtreté d'Olivier Malingue, commissaire de l'exposition. André Breton, le pape du surréalisme, a été le déclencheur de Matta, également proche du Corbusier, Dali, Garcia Lorca, Magritte, Duchamp surtout. Matta, constructeur d'un au-delà. Sa peinture a toujours un pied dans l'architecture et un pied dans le rêve. Ainsi se termine ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Nathalie Réoué, 21h, ça se discute jour après jour, le milieu de la nuit homosexuelle, Jean-Luc Delarue, 1h15, dernier journal, Jean-Claude Renaud. 6h30, Télématin dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra le député européen, tête de liste dans le Grand Sud-Ouest, Alain Lamassoure. 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian et on se quitte sur ces images d'une découverte française en Jordanie, cette statue de la tête de l'empereur Marc Aurèle, mise au jour par l'équipe de l'archéologue Christian Auger à Petra. Une pièce de marbre très rare, extrêmement bien conservée, datant du IIe siècle. Bonsoir.